Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque. La sexualité est un sujet rarement abordé en algologie, hormis peut-être dans les douleurs pelvipérinéales. Pourtant, la douleur chronique peut avoir un impact important sur la vie sexuelle. Certaines positions peuvent être problématiques, sans compter bien entendu que la libido et l'orgasme en sont souvent affectés. Pourtant, le sexe, par la libération d'endorphines qu'il déclenche, est aussi un antalgique et ses effets sur l'anxiété ou le stress ne doivent pas être négligés. Alors, oui ce soir, chérie, j'ai la migraine. Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Renato Colamarino, chef du service de neurologie d'Antibes et également algologue et sexologue. Tout d'abord, les gens douloureux chroniques qu'on suit régulièrement en consultation, ils ont de multiples plaintes. Par exemple, je vous donne la fatigue, la dépression, l'altération de la qualité de vie. Et parfois, celle-ci est intriquée à leurs problèmes de vie de couple, de vie intime et notamment de vie sexuelle. Or, c'est quelque chose qu'on aborde très peu. Et parfois, ce trouble sexuel peut améliorer la qualité de vie ou au contraire la faire plonger au bas des abîmes parce que c'est pas pris en charge et que c'est un sujet qui est tabou, qui n'est pas abordé souvent par les médecins et les patients n'osent pas trop en parler en se disant que c'est pas à leur algologue de leur parler de troubles sexuels. D'accord. Et alors, la douleur elle a une répercussion sur la sexualité directement, mais aussi peut-être indirectement avec les médicaments. Est-ce qu'il y a des classes de médicaments qui vont avoir une répercussion sur la libido notamment? Oui, alors par exemple, ce qui est classique, c'est la morphine, alors qu'on ne sait pas trop, mais la morphine va impacter la testostérone, donc ça peut impacter en ricochet le désir, l'activité, l'érection chez l'homme. Puis après, il y a toutes les autres thérapeutiques, les psychotropes qu'on utilise parfois. Alors parfois, c'est à double tranchant. Il y a certains antidépresseurs qui vont pouvoir améliorer la libido. Et... On parle de la duloxétine par exemple, c'est vrai? Oui, voilà, donc ça peut avoir un impact négatif et positif. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la chronologie. C'est-à-dire que si vous améliorez la dépression du patient et qu'indirectement il va mieux au niveau sexuel, au contraire, il faut lui laisser la duloxétine. Par contre, si le patient vous dit que depuis que j'ai la duloxétine, ça marche plus dans mon couple ou j'ai des problèmes d'érection, il faut se poser la question. Mais souvent, c'est qu'un facteur aggravant. Et souvent, la consultation de sexologie, quand on l'adresse après un sexologue, il reprend les choses, il dit oui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le patient avait déjà, parce qu'il a 45-50 ans, il a toutes des raisons d'avoir des pannes, mais ce patient qui a déjà des douleurs, il n'est pas en confiance en lui, il arrive avec une appréhension de performance, et du coup, et puis en plus, il a lu que parfois ces thérapeutiques pouvaient avoir un impact négatif, et du coup, c'est vrai que psychologiquement, ces petites choses, ça perturbe au moment de l'acte sexuel. D'accord. Alors, donner des conseils finalement aux patients douloureux, qu'est-ce qu'on peut leur donner par rapport à l'activité sexuelle? Après, il faut qu'ils aient l'activité par rapport à leur vie antérieure. C'est souvent, il n'y a pas une norme dans la sexualité, c'est comment était le patient avant l'apparition de son syndrome douloureux. Mais parfois, il peut adapter. Il peut adapter déjà en fonction de la douleur. S'il a une lombalgie, la position, s'il a des contractures, des faiblesses musculaires. S'il est très inactif, ça peut avoir perturbé ses performances entre guillemets sexuelles. Mais il peut aussi se dire tiens, je suis fatigué, c'est peut-être pas le soir que je vais faire mon activité sexuelle. Il faut essayer des fois de se trouver le bon moment dans une période un petit peu cool parce que les troubles sexuels, c'est pas que chez l'homme, il y a la femme aussi. Donc il faut qu'elle ait une période de désir et qu'elle soit dans une période bien dans la journée. Voilà. Donc ça se discute dans le couple parfois. Alors que la personne qui a la migraine dit non, c'est bon, j'ai la migraine ce soir, je peux pas. Et justement, est-ce qu'il faut pas, quand ce soir j'ai la migraine, est-ce que finalement pour la migraine ça serait pas thérapeutique là? Alors il y a des études, une étude très récente sur un petit millier de patients qui a montré que quand on fait un acte sexuel au moment de la migraine, on peut avoir une amélioration dans 60% des cas, rien que par le relargage des endorphines. Et donc l'adage qui disait moi ce soir j'ai pas envie, j'ai la migraine, au contraire, certains patients d'ailleurs nous le relatent,
qui disent quand j'ai eu un acte sexuel, au contraire, ça coupe ma migraine et je me sens mieux après, je me sens un peu plus épanoui. Puis après, c'est vrai qu'il y a l'appréhension de la femme migraineuse qui se dit, oh là là, ce soir, c'est un week-end, on est en soirée, tout va bien, puis je vais peut-être avoir la migraine et du coup, ça la stresse. Et puis pareil, donc l'angoisse de stress, de performance de l'homme, il est le même chez la femme. Ouais. La femme, elle s'angoisse à l'idée de ne pas pouvoir se dire, tiens, ce soir, j'aurais bien eu envie, mais je ne vais pas pouvoir faire. Donc au contraire de ces études récentes, après je pense qu'il faut aller plus loin parce que c'est des études où on rapporte les choses, mais scientifiquement parlant, on peut essayer de recouper un petit peu les centres de la douleur et les voies de la douleur et aussi du plaisir et du sexe, parce que tant on a beaucoup progressé dans la connaissance des voies de la douleur, ces dernières années, on a aussi beaucoup progressé sur les neuromédiateurs, les voies de connexion dans l'activité sexuelle et le plaisir en général. D'accord. Et chez les patients douloureux, est-ce qu'il y a des molécules qu'on peut leur conseiller au niveau de la libido? Par exemple, chez les hommes, je pense notamment à la testostérone. Est-ce que ça peut être de nature à accroître le désir, la libido Oui, tout à fait. C'est important chez l'homme, notamment, où on a cette possibilité de traiter par testostérone. Il y a une recommandation très récente de l'HAS d'il y a moins de 2 ans où en fonction des signes, si on est fatigué, on a une perte de la masse musculaire, on a une perte de la libido, on a une érection un petit peu instable, il faut savoir y penser. Même chez un patient qui n'est pas très vieux, qui a 45-50 ans, on peut se retrouver des fois avec des gens qui ont un taux de testostérone un petit peu bas. Et le fait de leur donner un traitement substitutif, ça peut améliorer leur qualité de vie en général, mais aussi au niveau des problèmes dysérectiles et sexuels. D'accord. Et il existe l'équivalent chez la femme au niveau hormonal pour un peu booster la libido chez une patiente avec des douleurs chroniques? Non, pas vraiment. Par contre, je pense que les antidépresseurs, là, autant on peut dire qu'il y a un petit impact direct sur la voie de l'érection, chez la femme, ça peut au contraire avoir un petit effet bénéfique. Puis après, il y a le sommeil aussi. C'est-à-dire que le sommeil peut impacter, on le sait, dans la douleur, ça peut modifier le seuil de la douleur. Mais le sommeil peut aussi altérer la libido. Par exemple, on regarde les syndromes d'apnée du sommeil. Alors, on connaît très bien les pertes de libido chez l'homme, mais chez la femme aussi. Et on voit que, par exemple, quand on les prend en charge, ils ont une amélioration de leur qualité de vie et des troubles sexuels. Donc c'est pour ça que quand on est dans la douleur, tous ces signes, dépression, de fatigue, troubles du sommeil, troubles sexuels, c'est très intriqué. D'accord. Alors on parle ici là pour les patients, mais finalement quel conseil là, vous donneriez aux soignants, aux algologues qui prennent en charge la douleur? Est-ce qu'il y a, c'est vrai qu'on n'a pas dans notre renseignement là, le réflexe de demander comment ça se passe, est-ce que vous avez mis au point une échelle, comment ça se passe en consultation douleur, comment la question de la sexualité est abordée? Soit le patient l'aborde spontanément, mais c'est rare. Soit il dit que dans certaines positions, ou par exemple, il vient d'avoir un infarctus du myocarde, il pose la question, ou une lombalgie aiguë, est-ce que je peux reprendre ma non-activité? Je viens de me faire opérer du rachis. Sinon, on a effectivement traduit récemment un questionnaire, ça s'appelle QPS, questionnaire de plainte sexuelle homme ou femme. C'est un questionnaire avec 10 items, où c'est des items très larges. Vous les avez là en tête, là, les items, oui, par exemple? Donc les items, c'est le désir, l'excitation, le plateau, est-ce qu'il y a un orgasme, est-ce que votre vie sexuelle en général vous est satisfaisante, est-ce que vous avez un autre problème? Par exemple, chez l'homme, on rajoute la douleur, la taille du pénis, parce que parfois, ça peut être... Voilà. Et puis à la fin, la dernière question, c'est est-ce que vous êtes prêt à éventuellement aller un peu plus loin dans la discussion avec un sexologue ou avec votre urologue ou gynécologue avec qui vous n'avez pas osé poser la question, mais du coup là on sait que ça a un impact sur la prise en charge de votre maladie douloureuse chronique. Donc cette échelle, elle est très simple, c'est une petite échelle qu'on peut faire en auto-questionnaire, que le patient peut remplir avant la consultation, et je pense que dans les centres antidouleurs, déjà certains peuvent déjà distiller ce questionnaire assez facilement et repérer les troubles sexuels qui peuvent être très intéressants. On a parlé de la migraine, mais il y a aussi la fibromyalgie. La fibromyalgie, on a des gens qui ont plein de facteurs de risque, entre guillemets, d'avoir des troubles de nature sexuelle, parce qu'ils sont fatigués, ils ont des douleurs chroniques, ils ne dorment pas bien, ils ne sont pas bien dans leur peau, souvent ils ont des perturbations sociales et professionnelles. Et des fois, le nœud de l'affaire,
il est au niveau de la sexualité, et parfois la sexualité peut améliorer les choses. Et je rebondis, souvent on parle, c'est très à la mode de dire l'activité physique c'est important. Ouais, c'est vrai. Mais dans l'activité physique, il y a aussi l'activité sexuelle, et elle peut avoir un double effet qui se coule, c'est-à-dire que vous avez un effet direct sur l'activité physique, c'est-à-dire que vous vous bougez, vous essayez de sortir de votre routine de plainte de douleurs chroniques, puis en plus vous avez le plaisir d'être dans l'intimité avec votre partenaire. Donc je pense que l'activité sexuelle, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, peut probablement améliorer aussi la douleur au sens large. D'accord. Et est-ce qu'il y a une place dans la douleur chronique pour la masturbation, pour finalement essayer de soulager ces douleurs? On peut se dire, pendant qu'on est orienté vers son plaisir sexuel, on pense moins à la douleur. Est-ce qu'il y a eu des papiers, des études là-dessus sur masturbation et douleur chronique? Non, il n'y a pas eu de papier, mais par contre, c'est vrai que quand on interroge un homme sur le fait qu'il ait des problèmes d'érectile, on lui demande est-ce qu'il a des érections nocturnes spontanées, est-ce qu'il se masturbe, et des fois il y a des gens qui se plaignent de j'arrive pas à éjaculer parce que quand je fais un effort un petit peu trop intense, ma douleur me réveille, ou j'ai peur d'avoir la douleur. Du coup, on n'est pas... Il faut être dans le lâcher-prise quand on est dans un acte sexuel. Or là, dans ces cas-là, le patient, il est un petit peu sur la garde, et vous savez bien que la fonction sexuelle, c'est très sensible aux petits détails, aux petites interférences. D'accord. Parmi les pathologies douloureuses, est-ce qu'il y en a qui prédisposent plus en fait à des troubles de la sexualité? Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour certaines pathologies douloureuses? Je pense notamment à la sclérose en plaques, les liens entre sclérose en plaques et sexualité. Oui, alors dans la sclérose en plaques, on se dit oui, il y a une perturbation de la commande centrale, soit médulaire, soit hémisphérique, qui fait que ça va impacter, mais il n'y a pas que la sclérose en plaques. Je prends un autre exemple d'une autre maladie connue douloureuse chronique, c'est le cancer. C'est-à-dire que le patient qui a un cancer, il vient de se faire opérer la prostate, un cancer de la prostate, il se dit ouais, c'est pas le sujet de préoccupation le plus important. Et même les urologues parfois abordent pas trop le problème de sexualité derrière en disant or on sait que par exemple quand on a un problème de nœud de prostate, il faut reprendre l'activité sexuelle rapidement. C'est comme tout organe, il faut qu'il ait une fonctionnalité, et que parfois il faut reparler des problèmes sexuels très rapidement derrière la chirurgie, mettre du tadalafil ou un autre inhibiteur de lépide 5 de façon continue. Mais c'est pareil, c'est aussi le patient qui se sent pas bien dans sa peau, puisque il a un cancer. Une femme qui a un cancer du sein, elle a une mammectomie, elle se sent plus féminine, elle a son problème de cancer, et même les cancérologues qui ont des douleurs chroniques, à l'intérieur du cancer, il y a cette sphère sexuelle qui vient s'intriquer dans l'ensemble des symptômes. Et si on gère les deux, pas de façon dissociée, mais de façon un peu synchrone, en se disant quand il y a une douleur, il faut se demander s'il n'y a pas un problème sexuel qui est la cause ou la conséquence parfois. D'accord. Et est-ce que, concernant l'âge, est-ce qu'il y a des conseils justement à donner à ces patients ou patientes douloureuses en fonction de leur âge, la façon dont on peut adapter la sexualité? C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on a des douloureux jeunes, mais on a des douloureux âgés. Et ces douloureux âgés, parfois on les suit en consultation de douleur et on les connaît très intimement dans leur fonctionnement dans la vie de tous les jours. Et parfois ils se confient plus à l'équipe de douleur qu'à leur généraliste. Et donc, mais si on leur tend pas la perche pour parler de ces problèmes sexuels, ils vont pas le faire. Et évidemment, plus on va en âge, plus on a de risques d'avoir des petites pannes d'érection ou des pertes de libido chez la femme. Et encore, quand on regarde bien, quand on pose la question aux femmes, des fois des femmes de 70 ans, 75 ans, encore une libido très vaillante, mais elles ont un mari qui a une lombalgie ou autre chose. Et du coup, ça peut interférer dans la vie intime, et du coup le conjoint il va avoir son rôle d'aidant dans la douleur chronique, mais il va plus avoir cette vie intime intriquée avec son conjoint. Et vous voyez, tout ça c'est hyper intriqué. D'accord. Donc le message, on peut retenir là dans les consultations de douleur, le patient va pas forcément en parler spontanément. C'est l'algologue
qui doit avoir Le doit aborder réflexe. le sujet. Au même titre qu'il y a quelques années, maintenant les algologues ils sont plus sensibles, le sommeil, parce qu'on sait qu'il y a une C'est vrai. intrication sommeil-douleur, la cognition, parce que quand on a un problème cognitif, on ne va pas aborder le patient de la même façon, puis on n'aura pas les mêmes objectifs dans la thérapeutique. Et donc je pense que l'algologue, comme le sépologue ou le cancérologue, il peut élargir son artillerie de prise en charge large du patient, parce qu'in fine c'est la qualité de vie du patient, en n'oubliant pas ces troubles sexuels, et se développent de plus en plus des soignants qui font des diplômes de sexualité, des spécialistes, il y a des neurologues, Vous êtes neurologue et et sexologues, Ouais. tout à fait. donc c'est votre expérience dans l'un alimente en fait. Oui, tout à fait, parce qu'on se rend compte que dans la maladie de Parkinson, on a des plaintes sexuelles. Alors on est des gens plus âgés, mais du coup ils mettent ça sur l'âge, alors que des fois on leur dit tout simplement non, c'est pas le médicament de votre Parkinson, ni la douleur de votre Parkinson, parce que eux aussi ils ont des douleurs chroniques, les Parkinsoniens. Vous voyez, tout ça c'est intriqué, et donc c'est le côté sclérose en plaques, Parkinson, et toutes les pathologies neurologiques chroniques. Vous venez de faire un AVC. Vous n'osez pas trop parler de vos problèmes sexuels à votre neurologue ou votre cardiologue. Or, il y a forcément derrière un impact, parce qu'il y a le handicap, il y a parfois la douleur, et puis il y a le problème cardiovasculaire qui fait que, est-ce que j'ai le droit de reprendre mon activité sexuelle, ou le conjoint qui dit, oh mon pauvre, t'as eu un AVC, je vais pas l'embêter avec ça, en plus. D'accord. Alors que des fois, quand on voit un couple, on leur donne le questionnaire, et puis là, on voit tout un tas de questions, et du coup, l'adhérence à la prise en charge globale du patient, elle est encore meilleure, parce que le patient, il se dit, bah tiens, on m'écoute, y compris sur ce versant sexuel, qui peut avoir un impact, comme on disait, dans les... Dans la douleur chronique, très souvent les patients ont des médicaments. On pense aux antiépileptiques, aux morphiniques, aux antidépresseurs, et puis également là dans la migraine les bêta-bloquants. Alors dans ces classes de médicaments, qu'est-ce qu'on doit retenir au niveau de ces médications et de la sexualité? Qu'est-ce qu'on doit savoir nous autres soignants et patients sur médicaments et sexualité? Par exemple, pour l'exemple des bêta-bloquants, il est dit depuis de longue date que ça peut parfois entraîner des troubles dysérectiles, mais quand on regarde bien l'ensemble de la classe des antihypertenseurs, on a la même chose, et ça ne sort pas de façon très significative. D'accord. Après, il faut vraiment voir s'il y a un rapport chronologique dans le temps, ou si le patient il a lu forcément la notice, donc forcément il va être impacté par ça. Mais quand on regarde bien, les bêta-bloquants, ils ne donnent pas plus de troubles dysérectiles qu'un Zartan ou qu'un Azilix. Donc, et toutes ces thérapeutiques vont impacter plus ou moins la prise en charge. Par exemple, chez le diabétique aussi, les diabétiques, on sait bien qu'ils ont des douleurs neuropathiques, mais ils ont souvent dans leur neuropathie des troubles dysérectiles, et que parfois donc, ces thérapeutiques vont s'intriquer. La plupart du temps, on a tendance à dire que c'est négatif. Je pense qu'il faut tester patient par patient et médication par médication, et ne pas forcément dire bah oui, on va virer ça et donc ça va vous améliorer votre trouble dysérectile. Je reprends l'histoire du bêta-bloquant. Si un patient sous bêta-bloquant dit j'ai un trouble dysérectile, il faut déjà, avant de dire je vais vous virer le bêta-bloquant, dire bah oui, mais c'est quoi votre trouble dysérectile? Allez, c'est là où la consultation du sexologue peut être intéressante dans la collaboration, c'est de dire bah oui, mais vous avez aussi un problème coronarien, vous avez d'autres raisons d'avoir des problèmes dysérectiles, ou vous avez peut-être des pertes du désir, ou vous avez un déficit en testostérone, et donc il ne faut pas aller trop vite en besogne en disant c'est le médicament qui a impacté. C'est sûr que parfois ça peut avoir les classes que vous venez de citer, ils peuvent avoir un impact sur la fonction sexuelle. Alors, les troubles dysérectiles, par exemple, on pense érection, on pense à l'homme, mais est-ce que les troubles dysérectiles, ça peut aussi se manifester chez la femme au niveau de son plaisir? Alors la femme, ce qui est important de retenir chez la femme, c'est on reprend souvent des trucs basiques avec les patients, de leur dire chez la femme, il y a la phase de désir et la phase d'excitation. Et que parfois la phase de désir n'est pas là, parce que souvent la femme a plutôt un désir neutre, alors que l'homme il a déjà un désir positif, c'est-à-dire on lui montre une image qui va le faire fantasmer, la personne va pouvoir vite partir sur l'excitation, alors que la femme elle est déjà sur un désir neutre, et que parfois elle n'a pas envie comme ça, mais c'est ce qu'on appelle la boucle,
il y a une boucle entre l'excitation et le désir. D'accord. Et des fois, le fait de caresser, de faire des préliminaires, de masser la personne, alors en plus chez un douloureux chronique, ça peut permettre de détendre la personne, et c'est l'excitation qui va venir nourrir le désir, et puis dans la boucle, il y aura désir, excitation. Alors que si l'homme n'a pas perçu que la femme, il n'y a pas forcément du désir comme ça, spontané, eh ben, ça va pas marcher, parce que lui, il va pas. Donc, toujours cette phase de préliminaire. Mais chez la femme, c'est hyper important de savoir que le désir peut être amené par l'excitation. Donc, tout un petit jeu de séduction qu'il faut savoir mettre en place. D'accord. Donc, les troubles érectiles, ils se manifestent chez l'homme, pas chez la femme, finalement. Il n'y aura pas tellement de répercussions. Je pense au bêta-bloquant, notamment, oui. sur la oui, sexualité. Il n'y aura pas de répercussions sur la sexualité. Alors, les autres classes thérapeutiques, notamment la morphine, oui. Quel effet sur la libido, la morphine? La plupart du temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a un effet plutôt négatif, et elle a plutôt un effet négatif aussi également par rapport aux désordres hormonaux, et notamment il y a eu des sujets sur la testostérone. Et donc c'est vrai que le douloureux chronique qui n'a pas la bonne indication de morphinique chronique, c'est aussi une raison pour le motiver d'essayer de se sevrer en disant bah oui, votre morphine elle ne vous sert pas à grand chose finalement, elle est plutôt délétère avec tous les effets d'addiction autres, et en plus elle peut avoir un impact négatif sur votre sexualité et votre libido, alors que ça peut être un levier pour motiver le patient un peu plus d'essayer de se sevrer plus rapidement. D'accord. Et alors, la famille des antiépileptiques, on pense Lyrica, Neurontin, prégabaline, gabapentine. Il y a des effets là encore sur la sexualité? Il peut y avoir, oui, bien sûr, des petits effets sur la sexualité. Alors après, il y a des classes, le Gardénal, les vieilles thérapeutiques, forcément, elles ont des impacts plus lourds. Après, il n'y a pas forcément un antiépileptique qui sort du lot pour dire celui-là, il va avoir moins d'effets sur la libido, sur la sexualité. Et parmi les antidépresseurs, il y en a certains qui sont plus qui favorisent la libido, ou au contraire qui sont connus pour la paroxétine ou la paroxétine par exemple peut améliorer parfois les problèmes d'éjaculation. On utilise parfois la dapoxétine, mais cette molécule elle est extrêmement réservée aux éjaculations prématurées et autres. Et parfois on utilise la paroxétine. Donc parfois les IRS seraient quand même moins délétères si on incrimine l'antidépresseur que les autres classes d'antidépresseurs. Donc la sexualité peut permettre d'apaiser la douleur, et inversement, la sexualité peut aussi entraîner de la douleur. Oui, par exemple, vous avez le cas classique, c'est le vaginisme, c'est la femme. Forcément la patiente. Qu'est-ce que c'est le vaginisme? Alors c'est une douleur lors de la pénétration qui empêche pratiquement la pénétration et tout acte sexuel. Alors souvent, une contracture? Ouais, c'est une sorte de contracture qui empêche l'introduction du sexe de l'homme et qui fait qu'on a une douleur. Alors souvent c'est des vaginismes primaires, et c'est souvent au moment d'une infertilité que C'est-à-dire primaire, ça signifie quoi? Primaire, ça veut dire que on l'a depuis toujours, c'est-à-dire que c'est rarement des vaginismes secondaires. J'ai vu un vaginisme secondaire il n'y a pas très longtemps chez une dame qui avait eu un nœud du rectum irradié, et effectivement elle avait eu une rectite radique, mais il y avait aussi au niveau du vagin des conséquences, et elle avait un vaginisme. Mais cette femme n'en parlait absolument pas. Il se trouve que je l'ai vue pour une autre raison en consultation, et qu'on est venu aborder son problème de sexualité, et qu'elle m'a parlé de ça, et j'ai dit mais non, il y a des thérapeutiques, il y a des prises en charge. Alors il y a des thérapeutiques où on peut mettre des sortes de petits tubes dans le truc, mais il y a surtout reconditionner la femme à cette douleur. Il y a des TCC, alors ça par contre, la prise en charge est extrêmement sophistiquée. C'est vraiment le sexologue, c'est rarement le gynécologue qui gère le truc tout seul dans son coin. Et ces douleurs-là, elles peuvent empêcher l'acte sexuel. Et puis, à qui en parlent les patientes? À pas grand monde, parce que le gynécologue, il n'a pas forcément l'appétence à gérer ce trouble. Et voilà. Et puis après, il y a toutes les douleurs pelviennes, dont on connaît le syndrome pudendal, etc., où c'est pareil. Et du coup, le patient ou la patiente se restreigne à avoir une activité sexuelle parce que il y a cette névralgie pudendale ou cette névralgie, ces douleurs pelviennes, et du coup ça peut foutre un couple en l'air
parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout, mais parfois il y a des divorces, des clashs dans les syndromes douloureux chroniques et inversement, parce que le trouble sexuel, au lieu de fédérer le couple, le fait qu'il se disloque, quoi. Et donc il y a aussi cet impact. Donc le vaginisme, par exemple, c'est pas nécessairement un rejet du partenaire. Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec le partenaire. Et souvent le partenaire, il est docile. Si le partenaire est resté, c'est qu'il est docile, il essaye d'avoir une activité sexuelle, parce que toute activité sexuelle, on ne l'a pas dit, ça ne se résume pas forcément à la pénétration. On peut avoir une vie sexuelle totalement épanouie en n'ayant pas de pénétration, oui, et c'est pareil, quand on dit vous avez une bonne activité sexuelle, c'est pas forcément l'érection. Et souvent le mari de la patiente qui a un vaginisme, il force pas les choses, etc. Mais c'est comme je vous disais, c'est au moment d'avoir un gosse, là on se dit, là il va falloir faire quelque chose. Et c'est souvent à ce moment-là que les patientes consultent. Or c'est dommage, si on arrivait à leur tendre la perche, c'était dans le généraliste, certains spécialistes arrivaient à délier les langues pour parler de ces douleurs pelviennes ou vaginisme et autres douleurs, ça pourrait être intéressant pour certaines de ces patientes qui se cloîtrent dans leur trouble sexuel et dans leur vie intime. Juste avant, j'ai un confrère là on a abordé ce sujet qui lui me parlait de douleur à l'éjaculation. Alors est-ce que c'est quelque chose de fréquent, cette douleur à l'éjaculation? Est-ce que ça se traite? Oui, c'est pas très très fréquent. Oui, ça peut se traiter par des antalgiques, mais après c'est pareil, il faut souvent revoir le problème de façon plus large. C'est ce qu'on dit en sexualité. Faut pas s'attarder sur la douleur à l'éjaculation. C'est déjà voir si l'éjaculation elle est retardée, prématurée, s'il y a une éjaculation, une éjaculation rétrograde, s'il y a des problèmes de prostate. C'est quoi l'éjaculation rétrograde? C'est le patient qui ne va pas éjaculer, et puis il va éjaculer dans sa vessie, et du coup son épouse lui dit tiens, t'as plus envie de moi, je te plais plus. Et il va avoir la sensation, le plaisir de l'éjaculation, ou il va y avoir il n'y aura pas d'émission de sperme, mais pour autant, est-ce qu'il aura le plaisir dans une éjaculation? Souvent, il n'a pas le plaisir. Et d'ailleurs, il vient consulter pour ça en disant moi, j'éprouve plus le plaisir, parce qu'avant, mon plaisir, c'est le synonyme, c'est éjaculation égale orgasme. Alors qu'il faut savoir qu'on peut très bien ne pas avoir d'éjaculation et avoir un orgasme. Même beaucoup d'hommes pensent que les deux sont intimement liés. Alors c'est vrai que c'est souvent, mais on peut avoir un orgasme sans éjaculation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à maintenir l'érection pendant longtemps et sans éjaculation. Puis d'autres qui vont avoir une éjaculation hyper précoce. Donc pareil, la définition de l'éjaculation précoce, c'est très... Il y a un tiers des Français qui se pensent éjaculateurs précoces. Et donc déjà, dans les consultations de sexologie, on rassure les gens, on dit non, c'est normal, vous éjaculez en 5 minutes, c'est normal. Par contre, c'est le temps avant qu'il faut ménager pour ne pas arriver, clac, et faire l'éjaculation précoce. Et votre conjointe, elle trouve que c'est un peu trop rapide à son goût. On avait fait des études dans la CEP et le cancer sur les douleurs. Les patients, comme les médecins, sous-évaluaient la douleur, parce que le cancer, c'est quand même la maladie cancéreuse qui est au devant. Alors le cancérologue, lui, son truc, c'est de traiter le cancer et le problème de douleur ou de trouble sexuel, c'est annexe. Et pareil pour le patient qui a un cancer, c'est quand même la douleur, c'est quand même le fait de guérir. Et bien dans la sclérose en plaques, c'est exactement pareil. C'est-à-dire le patient, il voit surtout le handicap moteur, etc. Puis le trouble sexuel, il dit de toute façon, je fais avec, j'ai pas trop le choix. Puis il pense que c'est lié à la sclérose en plaques et qu'il n'y a rien à faire, quoi. C'est une fatalité. Oui, souvent la sexualité, les troubles de sexualité dans ces pathologies douloureuses, c'est vécu comme une fatalité. Ouais. Et pourtant, ce que vous me dites, en fait, on a des outils, on a des moyens pour pouvoir les traiter. Donc on ne doit pas voir ça comme une fatalité. Et puis il y a de plus en plus de traitements. Alors là, je vous dis ce qu'il y a aujourd'hui en 2023, mais il y a plein de nouveautés thérapeutiques, de prises en charge spécifiques qui sont de plus en plus sophistiquées en matière de sexologie, quoi. Ça se résume pas à la petite pilule bleue qu'on a connue il y a plus d'une vingtaine d'années. Et vous pensez à quoi, par exemple, au niveau médicamenteux, on a autre chose? Alors il y a les médicaments, comme je vous ai dit, la dapoxétine, certaines thérapeutiques. L'apoxétine, c'est pourquoi alors? Dapoxétine, pour l'antidépresseur. Oui.
C'est pour les problèmes d'éjaculation, mais il y a aussi tout ce qui est de la libido, la testostérone. C'est-à-dire la testostérone, il y a encore très peu de temps, on en parlait peu, parce qu'on se disait oui, la testostérone est pro-carcinogène, c'est dangereux. Et donc si on encadre le traitement de testostérone en regardant bien les PSA, en faisant une surveillance biologique, il n'y a pas de surrisque. Et la HAS a sorti officiellement cette thérapeutique, alors qu'il y a encore quelques années, c'était sujet de polémique, et du coup, même nous, médecins, c'était un peu plus touchy de prescrire ça, parce que on n'avait pas de réponse très claire dans la littérature et au niveau scientifique, alors que maintenant c'est clair, on peut traiter un patient qui a une perte de libido ou de l'érection ou tout autre problème sexuel lié à la testostérone, on peut le traiter sans trop de soucis avec des guidelines bien carrés, qui n'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Et ça, c'est des médicaments qui sont par la bouche, qui sont en injection? Oui, il y a plusieurs types. Il y a des injections, il y a des injections qu'on fait tous les 3 mois, des injections qu'on fait tous les mois, il y a des traitements péros. La panoplie s'est également élargie. Donc la recherche, entre guillemets, Et c'est remboursé tout ça? Et il y a certains traitements qui sont remboursés, d'autres qui ne sont pas remboursés. Donc ça complexifie un petit peu l'affaire, mais justement, il y a plus de 5 ou 6 traitements par testostérone, et en fonction de si on a une pathologie, affection longue durée, douleur chronique ou autre, on peut être plus ou moins pris en charge. Et par exemple, pour la testostérone, est-ce qu'on peut, avant une rencontre, avant une retrouvaille, prendre de la testostérone, ou bien c'est un effet à long terme? C'est un effet plutôt à long terme, mais c'est pas si long terme que ça. C'est-à-dire que si pendant 5 ans vous n'avez pas eu de partenaire et que vous n'aviez pas d'activité sexuelle très floride, et que là vous avez la femme de votre vie, effectivement, et si on vous trouve un taux de testostérone bas, on peut en quelques mois très rapidement remonter le taux de testostérone. Et d'ailleurs, quand on remonte le taux de testostérone, les troubles dysérectiles rentrent dans l'ordre assez rapidement, hein. Ça impacte beaucoup de choses, hein. Ça impacte aussi l'ostéoporose, la masse musculaire, et donc indirectement les douleurs, puisqu'on revient à notre sujet du début, les douleurs chroniques peuvent être liées à tout ça chez un sujet de 50-60 ans, un homme qui a une hypotestostéronémie, et ça peut lui induire des douleurs par ricochet, vu tous les impacts qu'a la testostérone. On a même fait des essais, on fait un essai actuellement dans la testostérone, dans la sclérose en plaques par rapport à la microglie. Elle aurait également un effet sur le cerveau. Alors on parle des hormones, les hormones masculines, mais une baisse des hormones telle que on la connaît dans la ménopause, chez la patiente douloureuse chronique, cette ménopause, chez toutes les patientes d'ailleurs, comment elle va se manifester au niveau de la sexualité, cette baisse des hormones? Il va souvent y avoir une baisse de la lubrification, des douleurs, une sécheresse vaginale, une perte de la libido, du désir, etc. Donc effectivement, chez la femme aussi, douloureuse chronique, il y a tout un arsenal thérapeutique qu'on a autour de la ménopause. Donc il y a les traitements généraux, mais il y a les traitements locaux, et là c'est pareil. Les traitements généraux, par exemple? Des traitements hormonosubstitutifs, stroprogestatifs ou autres. Donc ça, qui ont un effet sur la libido. Oui, tout à fait. Mais pour certains, il y a l'effet cardiovasculaire qui ne serait pas si positif que ça, l'effet si vous avez eu un cancer du sein, etc. Et donc on en revient, on en discute souvent dans les congrès de sexo, on en revient à des traitements locaux, et ces traitements locaux ne sont pas contre-indiqués dans les problèmes cardiovasculaires ou les problèmes de cancer. Et donc là, c'est pareil, il y a des guidelines. C'est la femme qui a eu un cancer du sein, qui est proche de la ménopause et qui a besoin d'un traitement, et qui en plus a une mauvaise estime de soi, elle a eu un cancer, elle n'est pas bien dans sa peau, elle se sent pas bien. Là, c'est pareil. Nos collègues cancérologues, on leur dit, on peut les aider au niveau de la sexualité, et puis ça va améliorer la sphère algique en général et la qualité de vie. Alors, quand vous parlez de traitements locaux, c'est chez la femme, c'est quoi? C'est des traitements de lubrification? C'est quoi? De traitements de lubrification, mais on peut aussi avoir des traitements hormonaux locaux au niveau génital, etc. Renato, un grand merci là pour cet entretien sur un sujet qui est finalement très peu et pas suffisamment abordé dans la douleur chronique, la place de la sexualité. Merci. Et de la vie intime, et je pense qu'on peut mener beaucoup d'études et essayer d'améliorer nos prises en charge en rapprochant les sexologues des algologues et de l'ensemble des spécialités qui tournent autour de ces deux axes de travail.